Madame Mabega, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à des millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les sympathisants de l'UNDP, nos camarades du côté de Mora, Iagua, Guider, Kaélé. Je n'oublie pas la grande communauté de la Damawa, de l'Est et de partout ailleurs dans le Nozo. Bonsoir à vous et suivons attentivement le débat. Alors, c'est pas question de débat ce soir, il est plutôt question de propagande. Chaque parti politique aura justement le même temps de parole. Mais je reste avec vous, Madame Mabega, puisque l'introduction nous impose justement d'avoir ces échos de campagne-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir les dernières actualités inhérentes au candidat Belouba Maïgari? Où est-il? Où se trouve-t-il? Que fait-il? Comment se passe son déploiement sur le terrain? Le candidat Bello continue sa tournée dans les régions. Et les démembrements territoriaux continuent avec la campagne aussi dans d'autres régions, dans d'autres localités. Aujourd'hui, par exemple, la commission locale du Fundi a organisé une caravane. Et à l'est, du côté d'Indian, les candidats de la coalition se sont retrouvés là-bas avec d'autres camarades pour organiser un grand meeting. Ça, c'est dans le Lomé Djerem. Dans le sud-ouest, il y en a à Kumba, à Bafoussam, à Tiko, à Limbe, et même dans le Mungo, ça grouille vraiment. Et nous croyons que l'UNDP est en train de faire des vagues et les choses vont très bien se passer sur le terrain, pendant que le candidat Bello Boubaki a connu beaucoup de difficultés quant à l'organisation de son meeting. Est-ce que, justement, j'allais y arriver, est-ce que on a eu un changement de tendance avec les autorités qui ont été quelquefois tensées par l'UNDP de ne pas favoriser son déploiement sur le terrain? Nous avions un meeting programmé à Maroua depuis mardi. Oui. Ce meeting n'a pas pu se tenir parce que la supposée présence de notre candidat était annoncée dans la localité. Alors, à 2 fois de suite, le meeting de Maroua a dû être repoussé et on a refondé notre programme et le candidat s'est déployé du côté de Mora, du côté de Mokolo. Alors, vous avez été obligé de changer de destination parce qu'il y avait un autre candidat. Donc, comme nous sommes dans un pays de 2 poids 2 mesures, les autres candidats doivent subir le programme d'un autre candidat alors que nous sommes supposés être dans l'égalité. Quand il y a la convocation du corps électoral, je pense bien que la fonction présidentielle semble ne plus avoir sa prééminence. Oui. Mais alors, nous avons subi cela du côté de Maroua et ces injustices s'étendent même du côté du Mayoré. On a vu ça à Bolova aussi. Où il y a un tout-puissant Lamido à qui on a donné d'autres pouvoirs dans le Mayoré et qui interdit de par ses soldats aux militants de l'UNDP de battre campagne. Dans le sud, justement, nous avons été confrontés aux forces de l'ordre qui nous ont interdit de passer, insinuant qu'elles ont reçu l'ordre d'en haut, donc les hautes instructions. Ces hautes instructions ont été appliquées sur notre caravane dans le sud. Et lorsque nous avons pu avoir accès à la ville de Bolova, la ville était barricadée. On nous a imposé un itinéraire et on nous a conduit de la ville juste dans une broussaille, dans un hameau sur la route d'Acom 2. Bon, ça nous a fait du bien parce que ça a permis qu'on découvre les souffrances des populations du Sud qui ne peuvent pas se déployer convenablement alors que ces populations qui ont la magistrature suprême depuis plus de 40 ans, qui ne peuvent pas voyager librement dans leur région. Pour voyager dans la région du Sud, il faut partir de Sangmelima ou de Bolova. Tu contournes, tu arrives à Mbalmayo, Yaoundé, région du centre, tu contournes encore, tu arrives dans le littoral et tu rentres dans le sud. Et voilà comment on voyage dans notre pays. Et maintenant, dans les régions de l'extrême nord, si tu veux aller dans l'extrême nord, tu prends l'avion, tu descends en N'Djamena, un pays voisin, qui n'a pas le potentiel camerounais, tu reviens donc maintenant, ça c'est la gouvernance de notre pays. Et avec ça, on pense que ceux qui ont vu cela de près et qui ont décidé de se désolidariser n'ont même plus droit à la parole. Parce que lorsque j'entends les discours de campagne, les discours de campagne sont basés sur la personne de Bello. Bello a choisi de démissionner et il n'est pas interdit de démissionner.
il exprime son ressenti et il exprime ses idées et il implémente son opinion. Donc ce n'est pas une interdiction. Merci, merci Madame Abeya. Ce n'était qu'une introduction. Nous, on va désormais mettre le chrono en marche. Chaque candidat ou alors représentant de candidat sur le plateau aura exactement le même temps de parole. Je l'ai dit, ce soir, on va questionner les projets de société. On va questionner justement le contenu de ces projets-là, les propositions qui sont faites par les candidats. Je vais commencer par le RDPC, représenté en ces lieux, je l'ai dit, par le professeur Joseph Kanke. Alors, professeur, on sait très bien que le RDPC, pour ce qui a été vu et entendu en ces lieux depuis pratiquement lundi, on parle de continuité avec le candidat Paul Biya. Qu'est-ce qu'on met justement lorsque l'on convoque cette continuité-là, professeur? Mais je dirais tout simplement que quand on parle de continuité, n'est-ce pas, il s'agit de la continuité d'un travail effectué, la continuité d'un bilan qui est visible sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan des routes, sur le plan des ponts. La continuité, n'est-ce pas, des actions, n'est-ce pas, qui ont un rapport avec l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est la raison pour laquelle je vous dirais tout simplement que sur le plan économique, par exemple, la stratégie nationale de développement que vous avez lue, que vous connaissez très bien, 2020-2030, SND 30, a été élaborée dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la deuxième phase de la vision, n'est-ce pas, de l'émergence du Cameroun d'ici l'horizon 2035. Donc, elle vise donc à favoriser une transformation structurelle de l'économie nationale et promouvoir un développement inclusif. La professeure, vous êtes dans le téléphone? Non, non, je ne suis pas dans le téléphone. Je vous parle de l'économie, c'est-à-dire de ce que nous, on a fait sur le plan économique. Oui. Et avec cette stratégie nationale, vous voyez, de développement SND 30, donc on a réalisé beaucoup de choses en faveur des jeunes, en faveur des femmes. On a réalisé beaucoup de choses en faveur même de l'environnement. Oui. Donc, vraiment, quand on parle de continuité, il s'agit de présenter le bilan, peut-être des 7 dernières années, et ensuite de continuer à travailler, comme nous travaillons jusqu'à maintenant. Peut-être on va accélérer certains projets. Voilà. Sur le plan économique, par exemple, il y a le plan triennal spécial jeunes, qui permet aux jeunes de créer des entreprises. Et je peux vous dire que ce plan a vu le jour en 2016, Oui. et qu'au jour d'aujourd'hui, 27 milliards, plus de 27 milliards de francs ont été débloqués en faveur des jeunes, avec 34 000 emplois, n'est-ce pas, qui ont suivi la création de ces entreprises. Donc nous voulons continuer avec des projets comme ceux-là. Vous comprenez, sur le plan économique, sur le plan même de l'emploi des jeunes. Il y a des efforts terribles à faire au niveau, n'est-ce pas, de l'agriculture. Le chef d'État lui-même avait dit, n'est-ce pas, que la terre ne trompe pas. Oui. Et par conséquent, si un jeune s'adonne aux activités agricoles et même pastorales, je crois qu'il récoltera, n'est-ce pas, le fruit de ses efforts. Donc, sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites. Et comme la stratégie va jusqu'en 2030, on l'implémente actuellement et on entend continuer son implantation. Même au niveau de la diaspora, on n'a pas oublié la diaspora. Parce qu'on leur demande de venir ici investir. Et à travers ces investissements, on va absorber, n'est-ce pas, beaucoup de chômage. Absorber beaucoup de chômage, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, la diaspora est informée par rapport à ce projet. Oui. D'où la visite, je crois, du ministre de la Jeunesse en Allemagne au cours de l'année 2024. C'est vrai que ce n'était pas toujours évident. Nous savons dans quelles conditions. N'est-ce pas, il a été accueilli à certains endroits, mais il est revenu sain et sauf. Et je crois qu'après avoir présenté son ouvrage, dans lequel il parle, n'est-ce pas, des efforts du gouvernement en faveur de la jeunesse. Et dans le discours du chef de l'État à Maroua, avant-hier, je crois que le chef de l'État a fait un rapport, n'est-ce pas, avec les femmes et les jeunes. Et au niveau des femmes, on a des projets assez intéressants pour les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, la création d'un observatoire d'égalité entre hommes et femmes dans le prochain septennat. C'est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai été député à l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire, entre 2013 et 2020, il y avait 46 femmes députées. Oui. Mais c'est un effort du gouvernement à travers le code électoral pour respecter l'aspect genre
Et au niveau du Sénat, elles sont nombreuses. Il y a des femmes sous-préfets, il y a des femmes préfets. Et on voudrait, je crois, dans le prochain septennat, faire des femmes gouverneurs, faire des femmes généraux, pourquoi pas. Donc ce sont des choses comme ça qui vont aller, mais de façon progressive. Parce qu'avant, on n'avait pas connu cela, mais depuis un certain temps, il y a une féminisation des professions dans notre pays. Et il faut tirer donc un coup de chapeau au chef de l'État qui donne l'impulsion pour qu'on avance, n'est-ce pas, vers ce respect de l'aspect genre dans notre pays. Merci, professeur. Vos 5 minutes sont épuisées. Je m'allais me tourner vers justement M. Abana du PCRN. On a vu le projet de société du candidat Kabla Libi en 2018 qui mettait justement un accent sur l'humain. Est-ce qu'en 2025, les propositions ont changé? L'humain est toujours au centre de la réflexion. Sinon, si oui, dans quel aspect de façon plus précise? Non, monsieur Mbaga, nos positions n'ont pas changé parce que, comme vous le savez, notre cohérence nous précède. Et j'ai même envie de dire qu'en écoutant le responsable du RDPC, monsieur Kank, tout à l'heure, ça m'a été difficile de l'écouter. J'ai failli couler des larmes parce que lorsqu'il parle des efforts que le RDPC a fait pour les jeunes et pour les femmes camerounaises en particulier, camerounaises et camerounaises en particulier, j'ai envie de lui demander, est-ce qu'il se souvient que le 10 février 2023, M. Biya a prononcé un discours à l'endroit de la jeunesse, discours au cours duquel il se félicitait de ce que le plan triennal jeune qu'il a évoqué tout à l'heure avait permis de mettre sur pied 12 000 emplois, non, 12 000 entreprises pour 22 000 emplois. Lorsqu'on entend 12 000 entreprises, on a envie de crier, waouh, les chiffres sont tellement intéressants. Mais lorsqu'on est mathématicien ou alors on s'intéresse aux mathématiques, un peu comme nous qui avons eu la grâce et la faveur de faire les études d'ingénierie, on se rend compte qu'en fait, c'est une entreprise, 2 employés. Monsieur Mbaga, je prends les téléspectateurs à témoin. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui a 2 employés? Moi, si. Une entreprise qui a 2 employés, c'est le call box, c'est l'épicerie, où il y a le vendeur principal et les 2 vendeurs. Oui. Une entreprise qui a 2 employés, c'est les cars de soir, où il y a le chauffeur et celui qu'on appelle communément moto-boy ou convoyeur. Donc voilà un peu ce à quoi nous a restreint M. Biya et il s'en félicite lors d'un discours à la nation adressé à la jeunesse camerounaise. Et parlant des femmes, j'ai été stupéfait, j'ai même dit estomaqué. Lorsque j'ai entendu le représentant du RDPC dire que M. Biya a tellement fait en faveur des femmes. Oui, il a tellement fait, mais tellement fait du mal aux femmes. Oh là là. J'en ai là quelques éléments pour associer l'exemple à mon argument. Je pense par exemple à Monique Koumaté qui a vu son ventre être ouvert en pleine cour. C'est de la responsabilité de M. Biya? Bien sûr. On ne veut pas d'un président qui est chef de tout et à la fin responsable de rien. Ça, c'est de 1. Maintenant, pour ce qui est de sa responsabilité directe, M. Biya, c'est 0 gouverneur femme nommée en 43 ans. M. Biya, c'est 0 présidente de région femme nommée en 43 ans. M. Biya, c'est 0 femme dans les postes ministériels de souveraineté. Donc, on ne peut plus méprisant pour les femmes que ce que M. Biya a fait pour elles. Donc, je veux regarder les jeunes. Les jeunes qui, à plus de 85%, chiffre de l'INS, sont dans le chômage. Et leur dit, n'écoutez pas. Ne soyez pas séduits par les propos pompeux et spécieux du RDPC. Vous connaissez la place qu'ils vous ont réservée durant ces 43 dernières années. C'était la place des décors dans les discours. C'était la dernière place. Certains d'entre vous se sont vus être forcés à des pratiques homosexuelles pour avoir un job ou un entretien. Ça, c'est vous qui le dites? Non, je le dis avec preuve. Si vous voulez, je vous donne encore une autre preuve. Parce que j'ai encore en mémoire où il y avait un monsieur qui s'était dénudé devant un ministère, je crois que c'est le ministère des Travaux publics, où il criait le nom d'un ministre en disant « On ne peut plus avoir du travail ici,
si on n'est pas dans telle loge ou telle autre loge, si on n'est Je pas crois qu'il y a eu des enquêtes homosexuel. en cours et qu'il n'y a pas eu une responsabilité directe du ministre ou du ministère évoqué. Bon. Là, c'est tout notre débat, Oui. mais celui même qui vous parle en a été victime. Après avoir fait de très brillantes études à l'école de mines de Minganga, je suis déjà à plus de 5 ans au chômage. Et des personnes comme moi, on en compte par milliers formées dans cette école-là. Donc, nos écoles professionnelles aujourd'hui sont des centres de formation, non pas pour les futurs employés, mais plutôt pour les futurs chômages. C'est la raison pour laquelle l'honorable Cabral Libi pense à mettre sur pied une école où on aura la promotion des savoir-faire plutôt que la promotion des savoirs inutiles. Merci, Monsieur Abana, pour justement cette mise en perspective du plan qui est celui de l'honorable Cabral Libi, alors qu'il va à la conquête des suffrages des électeurs camerounais. Madame Abega de l'UNDP, alors, que propose le candidat Belobouba Maïgari, alors que l'on sait justement qu'il est crédité d'une assez longue expérience au sein des plus hautes sphères de notre pays? Je vais d'abord parler en fonction de ce que M. Kanke a dit. Lorsque M. Kanke évoque le discours de Marois, il y avait quoi de neuf dans le discours de Marois? Le discours de Marois, c'est du déjà entendu et c'est du déjà vu. Il n'y a aucune innovation dans le discours de Marois. Le discours de Marois n'est pas différent du même discours du même Marois en 2018. Donc, je crois que c'est une interpellation pour les populations du Grand Nord. Une interpellation, on se moque de vous. On se moque de vous parce qu'on sait que lorsqu'on va louer un avion qui va peut-être venir échouer, et on va louer encore un autre avion dans une compagnie étrangère parce que nous n'avons pas de compagnie aérienne fiable, on viendra vous tenir un discours et vous allez applaudir comme vous avez applaudi l'autre jour, mais c'est du vide et c'est du vent qui est servi. Lorsque vous comprenez, lorsqu'il était en train de parler, il dit beaucoup de choses, mais il ne sait pas comment on appelle ces beaucoup de choses-là. Ça veut dire qu'il est embarrassé, il ne sait même pas de quoi parler. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va justifier, parce qu'il veut défendre l'indéfendable. Il n'est pas possible de défendre ce que vous voulez défendre. Il faut être honnête et reconnaître que dans notre pays, même enlever les ordures seulement, pour enlever seulement les ordures à Yaoundé, enlever les ordures au Cameroun, vous avez convoqué les États généraux et vous avez consommé les milliards parce que vous avez fait penser qu'on enlève les ordures autour d'une table. Non, on n'enlève pas les ordures autour d'une table. Toujours vous avez parlé du logement social. Le logement social là s'est transformé en cité moderne pour vous, toujours les grands messieurs. Parce que vous avez construit en disant à la population camerounaise que ce sont les logements sociaux. Combien de personnes comme moi, ou bien comme lui, ou bien comme les autres, habitent ces logements sociaux si ce n'est entre vous? Vous avez construit et vous avez repris ça entre vous. Donc, il faut arrêter de se moquer des Camerounais. Pour le président Belobouba Maïgari, il pense que le Cameroun a suffisamment de richesses et que le Cameroun peut promouvoir son industrie sans avoir recours aux capitaux extérieurs. Oui. Nous avons un sous-sol suffisamment riche, mais ce sous-sol est devenu la propriété d'une certaine caste sociale. Donc quand il vient dire beaucoup de choses, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire aux Camerounais. Il ne sait pas ce qui va servir aux Camerounais sur un plateau. Beaucoup de choses. Expliquez-nous le mot beaucoup de choses. Beaucoup de choses là, c'est quoi? Beaucoup, c'est un mot. C'est un mot qui définit le pluriel, mais qui n'a pas S à la fin. Il faut nous définir beaucoup de choses. Parce que vous avez assez menti aux Camerounais. Vous parlez des femmes. Vous parlez des femmes. La prise en charge des femmes, là, elle est à quel niveau? Quand on parle des projets des femmes, vous parlez de la parité. Ce n'est pas vous qui avez dénoncé la parité. C'est un mouvement More Women in Politics qui a parlé de la parité et qui a défendu la parité pour que nous ayons au moins 30% de femmes à des postes électifs et à des postes de responsabilité. Ce chiffre n'est même pas encore suffisamment atteint. Donc, il faut que, quand on vient sur un plateau, qu'on dise aux Camerounais que le Cameroun a d'énormes richesses dont les revenus ne sont pas traçables et dont les revenus ne sont pas redistribués aux Camerounais pour améliorer le niveau de vie. Le président Belobouba Maïgari pense que
Si on prend seulement le côté des fonctionnaires, avant quand on était fonctionnaire, quand tu sortais d'une école de formation, tout le monde voulait aller travailler au nord et à l'extrême nord. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il allait monter dans l'avion. Non seulement il allait monter dans l'avion, Cameroun Airlines, ça faisait le plaisir de notre pays. Non seulement cela, tu avais tes frais de relève, tes frais de transport, ta famille et toi. Mais aujourd'hui, quand on t'affecte au nord ou bien on t'affecte là-bas à Mundemba, c'est ta famille qui doit aller prendre le crédit de 5 à 50% dans une tontine au quartier pour que tu atteignes ton lieu de service. Pourtant, les capitaux sont là. On peut entretenir les Camerounais avec ça. Mais les bons messieurs ont embrigadé le budget de fonctionnement. Ils ont embrigadé tout dans le budget de fonctionnement, sachant qu'ils vont se servir à travers les 4-9, à travers les avantages, tel était en mission, tel a organisé un séminaire, tel a fait ceci. C'est comme ça qu'ils ont géré le pays. Donc, arrêtez de mentir. Pour Bello Boba Maïkari, ils pensent qu'il faut ramener les salaires déjà au niveau où Amadou Ahidjo les avait laissés depuis qu'ils ont été sectionnés en 92. Donc, il faut déjà ramener. Parce que j'ai ri souvent quand les gens dansent. Oh, on nous a augmenté 5%. On vous a augmenté 5% de quoi? C'est votre argent qu'on vous doit et qu'on ne vous a jamais donné. Ramenez les salaires des Camerounais au niveau où ils étaient en 92, avant même la dévaluation. Pourquoi on a dévalué le franc CFA à 2 reprises et le Cameroun n'a pas augmenté, doublé, triplé même les salaires pour réajuster le niveau de vie? Tout augmente au marché. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas le prix du pain. Donc ça ne leur dit rien. Merci, Madame Abega, pour le respect des 5 minutes. Alors, professeur, justement, la tâche ou alors le combat du RDPC s'annonce difficile si l'on s'en tient à ce qui est dit sur ce plateau. Spécifiquement, restons centrés sur 2 aspects. Évoquons un peu la question du chômage jeune. Que propose de façon spécifique? Parce que c'est une problématique qui a abondamment été débattue, eu égard à la qualité, au profil de l'électorat camerounais qui est, il faut le reconnaître, qui est jeune. Que propose le candidat Paul Biya pour cette jeunesse-là? Y a-t-il véritablement un plan qui lui est proposé? Y a-t-il justement des solutions à cette problématique du chômage en milieu jeune qui est proposé, des solutions qui sont proposées par le candidat Biya? Oui, mais bien sûr, je vous ai parlé du plan triennal spécial jeune. Il y a tellement de choses dans ce plan. Même mon petit frère qui représente le PCRN, s'il se rapproche de ceux qui dirigent ce programme-là, il ne partira pas de là sans être satisfait, surtout au vu de sa formation, parce qu'il me parle d'ingénieur, je crois, des mines. Oui. Oui, il pourra partir de là avec... C'est-à-dire, il suffit de monter un projet, d'aller présenter au gestionnaire du projet triennal spécial jeune, et il partira de là avec les moyens financiers, je dirais, conséquents pour créer son entreprise et à travers cette entreprise recruter d'autres jeunes. Je vous ai dit que ce projet a été mis sur pied en 2016. Quand il dit que j'ai dit beaucoup de choses, moi je prends des exemples. Ce projet a été mis sur pied en 2016 et l'État a débloqué 102 milliards pour permettre aux jeunes de créer justement des emplois, de créer des entreprises et des emplois, n'est-ce pas, à leur propre... Alors, à ce niveau, professeur, par rapport aux 103 milliards, oui, je suis avec vous. Voilà, j'ai dit 102 milliards, pas 103. Il y a 1 milliard qui a été rajouté, on est à 103, professeur. Non, 102 milliards, j'ai dit 102 milliards. Okay, donc, et ensuite, au niveau des femmes, moi, je ne sais pas ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, encore, l'autonomisation économique des femmes sur le long du corridor Batchengan-Tui-Lena est en phase d'exécution. L'autonomisation économique des femmes sur le corridor de la railroad dans la région du Nord-Ouest est en train d'être exécutée. Voilà autant d'exemples de politiques publiques en faveur des femmes. Et je n'ai pas, je ne vais pas dire des choses, et puis j'entre dans certains détails, madame. Et quand vous dites comment, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous traiter de menteuse. Moi je suis là pour vous présenter le programme qui est le nôtre. Nous avons travaillé, je suis en train de le prouver. Je dis bien au niveau des femmes, il y a des femmes préfets. Avant Biya, il n'y avait pas de femmes préfets. Oui. Il y a des femmes sous-préfets. Avant lui, il n'y avait pas de femmes sous-préfets. Il y a des femmes aujourd'hui commandants de brigade. Et je vous ai dit qu'on va élever les femmes au rang de généraux. Parce qu'il n'y a que ça qui m'a passé à des femmes colonels. Je ne vous apprends rien.
Ça veut dire que des efforts sont quotidiennement faits en faveur des femmes. Et ce n'est pas du mensonge. Vous ne connaissez pas de colonel femme, madame? Est-ce que c'est ex nihilo? Elle ne s'est pas créée colonel. Il y a eu un travail fait, il y a eu, n'est-ce pas, une évaluation des efforts et une promotion. Et je vous ai dit qu'au cours du prochain septennat, le chef de l'État va encore travailler pour les femmes. J'ai pris par exemple l'exemple de la création d'un observatoire d'égalité homme-femme qui est en train d'être élaboré. Et je peux vous dire que je prends part à cette élaboration. Donc, c'est une pure vérité que je vous dis, et je ne vais pas ici entrer dans certains détails, bon, nous travaillons encore, dont les femmes sont prises en compte dans les politiques publiques de son Excellence Paul Biya, qui est le candidat du RDPC. Et on a vu, n'est-ce pas, au niveau de la région du Nord-Ouest, des projets réels, à partir, n'est-ce pas, du Covid-19, n'est-ce pas, il y a un programme là qui est en faveur des femmes et dont ont bénéficié 104 femmes aujourd'hui dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce sont des projets réels, financés par l'État, sans qu'on attende une contrepartie de nature financière. Ce sont des projets de cette nature. Peut-être madame en a même profité, moi je ne sais pas, parce que à un moment donné, quand je dis des choses, ce sont des choses réelles. Parce que je suis professeur des universités, je suis souvent consulté par rapport à un certain nombre de sujets en amont. Et je vous ai dit, j'ai été député à l'Assemblée nationale, je peux vous citer des lois qui ont été adoptées à l'Assemblée et qui vont en faveur des femmes. Merci, professeur, pour le respect du timing. Je me tourne vers le représentant du PCRN sur le plateau. Alors, justement, vous avez de façon sibylline évoqué la question jeune et le projet qui est celui du président Cabral Libye pour la jeunesse. Les femmes ont aussi été évoquées. Mais sur les questions, par exemple, de santé, sur les questions de gouvernance, que propose l'honorable Cabral Libye? Propose-t-il la rupture comme c'est l'expression à la mode, ou alors il va justement essayer de construire sa dynamique avec le matériel existant déjà? Non, écoutez, pour nous, la rupture n'est pas une question de mode. C'est pas une question, c'est pas un mot qu'on emploie pour faire des succès d'estrade ou pour emporter tout simplement l'adhésion électoraliste de ceux-là qui seront appelés à nous élire le 12 octobre. Pour nous, c'est une véritable profession de foi. Nous voulons en finir avec ce régime qui n'a pas fini de faire souffrir les Camerounais. Et parlant de ces souffrances, j'ai ici en mémoire toutes les misères que l'on peut rencontrer dans nos systèmes de santé. Dans notre système de santé, nos hôpitaux sont devenus de véritables mouroirs. Je me souviens encore, le 13 février 2024, entre la nuit du 13 et du 14 février, après une coupure d'électricité comme on en a l'habitude, ma maman essayant de retrouver le chemin des toilettes a eu une glissade et s'est ouvert la gorge. Oui. Lorsqu'on l'amène à l'os urgences, on trouve d'abord un brancardier endormi. On trouve des infirmières nerveuses pour dire qu'un personnel de santé désagréable. Le médecin lui-même était absent, était de l'autre côté de la buvette. Donc voilà un peu l'état assez difficile de notre système de santé. Et c'est la raison pour laquelle l'honorable Cabral Libye pense déjà, premièrement, à mettre de l'humanité dans le système de santé. Après le manque d'humanité de notre personnel de santé, et qui, il faut le rappeler, ce n'est pas de leur faute, parce que lorsqu'on voit les salaires des catéchistes que ceux-ci reçoivent chaque fin de mois, je ne parle même pas des différents arriérés de salaire. On en a vu avec des mouvements, on a trop souffert, on en a trop supporté, des infirmiers et des médecins. Donc, après dans le problème du personnel, il y a le problème des plateaux techniques où on retrouve un matériel vétuste. Oui. Je me souviens encore, il y avait un hôpital à Douala, je crois que c'était la Quintini, où lorsque le matériel avait un problème, on avait fait venir des ingénieurs je crois, de la France ou de la Corée. Et lorsque ces ingénieurs sont arrivés, ils ont dit, même dans nos cours d'histoire, même dans nos cours d'histoire de matériel médical, on n'a jamais vu ce genre de matériel-ci. C'est dire
la vétusté, l'ancienneté, l'obsolescence des différents matériels qui meublent nos plateaux techniques sanitaires. Je peux en citer comme ça beaucoup de difficultés, mais je préfère m'arrêter là et passer à la batterie de solutions que nous avons prévu mettre sur pied. Allez-y. Premièrement, nous comptons mettre la CNSS, qui signifie Caisse nationale de sécurité santé. Parce que pour nous, nous pensons que le citoyen camerounais doit être assuré en matière de sécurité. Voyez-vous, la couverture santé au Cameroun est de 1%. 1% la couverture santé du Cameroun. Et pour que vous compreniez un peu ce qui se fait ailleurs, au Sénégal, c'est de 14%, au Ghana, c'est de 12%, et au Gabon, ici à côté, le Gabon qui est de loin plus pauvre que nous, dit-on, c'est de 55%. Dit-on. C'est de 55%. Du coup, nous avons donc prévu mettre sur pied un système social où chaque Camerounais se verra prélever de ses revenus mensuels 1000 francs chaque mois. Ce qui fera 12 000 francs par an. Pour faire quoi? Pour pouvoir subventionner facilement le système de santé afin que les soins de premier secours soient administrés gratuitement. Afin que les femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher, que ce soit par voie basse ou par césarienne, accouchent gratuitement et non aient à dépenser des centaines, voire des milliers de francs CFA comme c'est le cas, alors qu'elles font une faveur à la nation en donnant un être humain en plus. Nous comptons employer chaque année plus de 2000 médecins parce que nous remarquons que le Cameroun a drastiquement et cruellement besoin de médecins. Le désert médical est une réalité dans notre société. Il y a des départements à l'extrême nord où il n'y a pas un seul médecin. Moi, je vous ai dit, j'ai fait l'école de mine de Menganga où pendant 5 années et demie, et jamais je n'ai vu de morgue. Dans tout le département du Mbéré, il n'y a pas une seule morgue. Donc lorsque vous perdez un des vôtres, vous devez porter le corps et aller le déposer à la morgue de Ngaoundéré. Et quand on connaît la réalité économique de cette zone-là, on comprend un peu la difficulté que peuvent ressentir les populations de ce côté-là. Oui. Donc, 2000 médecins par an, 5000 infirmiers et infirmières par an. Voilà le projet de rupture et de progrès que l'honorable Cabral Libye vous propose, chers électeurs, chères électrices. Merci, cher monsieur. Je me tourne vers la représentante de l'UNDP. L'exercice pourrait être le même, mais on pourrait prendre quelques chiffres qui nous viennent justement du côté de la CONAC. La CONAC, en 2022, a évoqué 4 milliards en termes de pertes justement liées au détournement de fonds publics. En 2023, on a évoqué 114 milliards. En 2024, on est revenu à 4 milliards. En termes de gouvernance et de gestion de la fortune publique, que propose le candidat Belbouba Maïgari? Je suis amusé lorsque j'entends le professeur Kanke dire que 104 femmes ont bénéficié d'un financement. Il y a combien de femmes au Cameroun? Et vous vous vantez de ces chiffres-là. 104 femmes seulement sur toutes les femmes au Cameroun ont bénéficié du financement d'un projet. Vraiment, il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais. Le président Bello Bouba Maïgari, dans son programme, il pense que nous avons un potentiel. Si je prends le secteur de l'électricité, oui, avec le potentiel hydraulique que le Cameroun a, comment se fait-il qu'après 43 ans, que nous n'ayons pas suffisamment d'électricité, que nous n'ayons pas suffisamment de l'eau à boire? Les gens continuent de se ravitailler dans les bas-fonds. On parle des maladies hydriques, la typhoïde et autres. À cause de quoi? À cause du fait qu'on n'a pas mis en valeur le potentiel que nous avons. Nous avons le potentiel, mais on ne l'exploite pas. Ils pensent qu'il faut industrialiser le Cameroun à partir de notre potentiel, à partir de l'expertise locale. Il vous a dit qu'il est ingénieur des mines. Est-ce qu'à la sortie de l'école, lorsqu'il est allé à l'école des mines, est-ce que nos écoles fabriquent les chercheurs d'emploi ou alors les créateurs d'emploi? Parce qu'on doit d'abord commencer par la racine et questionner l'éducation et questionner les pédagogues. On forme quoi? Les chercheurs d'emploi ou bien les créateurs d'emploi? Je pense que pour son cas, on a formé un chercheur d'emploi.
Si on avait formé un créateur d'emploi, à la sortie de l'école, il serait sorti de l'école avec un projet. Alors, un créateur d'emploi, c'est peut-être aussi l'environnement. Que propose donc le candidat Bello? Le candidat Bello Bouba Maïgari pense qu'il faut utiliser l'expertise locale à travers la canalisation des compétences. Et la canalisation des compétences et en valorisant l'économie numérique. Il y a des jeunes, ils sont diplômés, mais on a pensé que quand ils sortent des écoles, quelqu'un ingénieur, il cherche l'emploi. Ingénieur agronome, tu cherches l'emploi comment? Est-ce qu'on t'a donné un capital avec la terre qu'on ne vend pas? On a suffisamment des espaces libres. Allez un peu du côté de Yoko là-bas. Partez de Yoko vers la Damawa ou bien partez de Bankim vers Bagno. Mais il y a des espaces là-bas qui ne sont pas occupés. Les ingénieurs agronomes, tu vas les voir, ils cherchent le travail. Les ingénieurs, ceux qui ont fait les écoles d'élevage, ils cherchent le travail comment? Alors que nous n'avons pas le poulet à manger. On n'a pas le porc. On importe les ailes de poulet. On ne sait pas qui avait mangé la cuisse. On ne sait pas qui a mangé l'aile. On ne sait pas qui a... Oui, c'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas dans quel pays on a égorgé. On a envoyé les cuisses au Cameroun. On a envoyé les ailes. On a envoyé les pattes. On a envoyé les gésiers. Pourquoi? Parce que localement, les gens réfléchissent réfléchissent comme le professeur Kanke qui pense que avoir financé 104 femmes, c'est un exploit. Avoir financé 104 femmes et avoir formé des milliers d'ingénieurs, c'est un exploit. Ce n'est pas un exploit. Ces ingénieurs doivent sortir de l'école, des écoles avec des projets qui doivent être financés. Ce n'est pas qu'il manque de l'argent. Oui. Il y a de l'argent. Le Cameroun a de l'argent. Si le Cameroun n'avait pas d'argent, pourquoi est-ce qu'on a des milliardaires? Pourquoi est-ce qu'on a les milliardaires? Les milliardaires sont sortis d'où? C'est parce qu'il y a de l'argent au Cameroun qu'on a formé les milliardaires. Et ça a été fait à dessein pour piétiner d'autres catégories sociales. On a formé la classe des milliardaires qui se moquent des autres, comme les femmes Ndongo qui donnent les ordres, les autres institutions au sud pour que la caravane de Bello Bouba avec Ateki n'entre pas dans le sud. Alors, on est responsable de vos déclarations, quand ils nous ont dit, les autres institutions, vous donnez, si on n'avait pas formé ou bien équipé les milliardaires, le Cameroun ne serait pas confronté à certains comportements. C'est parce que les gens pensent qu'ils doivent profiter ce qu'ils ont déjà et ils pensent que ça va continuer. Et la difficulté, c'est quoi? Quand ils ont fini de construire les grandes maisons, ils ont construit les cités, à un certain moment, quand ils ne sont plus là, ça devient les maisons des souris avec les cafards. Et c'est l'argent du Camerounais qui est enterré comme ça. Le président Bello Bouba pense que d'après sa coalition avec Maître Akeremouna, il faut lutter âprement contre la corruption. Ce sont les fruits de la corruption. Parce qu'il y a un effet de rétrocommission qui existe dans notre pays où on ne rend pas service gratuitement. Avant, il y a des projets qui sont morts dans ce pays parce que les gens ont exigé les rétrocommissions. Les investisseurs ont préféré rentrer. Oui. Ne pas investir parce qu'on leur a exigé d'énormes sommes d'argent. En termes de rétrocommission, est-ce que ça vise à industrialiser un pays? Est-ce que ça vise à développer un pays? Non, ça ne vise pas à développer un pays, ça vise à enterrer un pays. Merci, Madame Abega. Alors, professeur Kanke, les questions de gouvernance sont abondamment évoquées durant cette campagne. On a vu justement la coalition que porte le président Bello Bouba Maïgari, accompagné de Maître Akeremouna, y revenir de façon abondante. Qu'est-ce que le candidat du RDPC propose justement lorsque les chiffres tels que je les ai relayés de la CONAC sont connus de tous? Est-ce qu'il y a un dispositif qui vise de la part du projet de société du candidat du RDPC à freiner cette montée en puissance des détournements de fonds publics au Cameroun? Je vous remercie pour votre question, mais je voudrais quand même dire à Madame Abega que la plupart des milliardaires camerounais ont travaillé pour avoir leur argent. Wow. Nous sommes dans un système de libéralisme économique qui permet une libre initiative dans le domaine de la création d'entreprises. Et je dis bien la plupart, peut-être il y en a d'autres, qui ne méritent pas justement d'être qualifiés de milliardaires parce que l'argent, n'est-ce pas, a une origine douteuse. Mais il y en a, vraiment, quand on les a vus travailler depuis leur jeune âge, ils ont acquis ces milliards-là grâce à des réflexions, des stratégies mises sur pied pour conquérir le marché intérieur.
Et c'est ce que je voulais relever avant de reprendre ce que le représentant du PCR a dit, que voilà, il y a trop de corruption. C'est vrai, la corruption existe dans notre pays. Elle a atteint un niveau, je dirais, qu'on ne peut plus accepter, quoi. C'est-à-dire le niveau inacceptable. Oui. Mais le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis sur pied un mécanisme de contrôle de la gestion de l'argent public, des deniers publics. Vous avez parlé de la CONAC. La CONAC produit un rapport chaque année. Oui. Et dans ce rapport de la CONAC, je vous dis, il y a les noms des Camerounais qui sont à l'origine de certains actes de la corruption. C'est-à-dire, on dit tel est ce qu'il est parce qu'il a évolué comme ça pour avoir tel argent. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça moralise notre société, même si la CONAC n'est pas un tribunal, mais on attire quand même l'attention des Camerounais sur cet aspect-là. Et ensuite, on peut continuer à attirer l'attention. Non, il n'y a pas seulement. Nous avons le TCS, M. Barga. Il y a le TCS aujourd'hui qui, dès que vous avez détourné, je ne sais pas, plus de 50 millions, vous allez devant le juge du tribunal criminel spécial. Et nous connaissons plein de Camerounais qui ont été, je dirais, secrétaire général à la présidence de la République, premier ministre, directeurs généraux de sociétés, mais qui sont en prison actuellement à cause de la corruption. Je ne veux pas citer leur nom. Je ne suis pas là dans une procédure d'indécence, mais nous connaissons tous ceux qu'on a mis en prison parce qu'ils ont détourné les deniers publics. Et c'est des efforts qui sont faits. Et je pense que le présent candidat du RDPC, oui, entend poursuivre sur la même voie, à savoir renforcer les structures de contrôle et faire en sorte même que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission qu'on appelle la commission des finances et du budget, qui est constituée des rapporteurs spéciaux des dépenses publiques et puis d'un rapporteur spécial chargé des recettes, qui ont la possibilité d'aller dans n'importe quel ministère dépensier, travailler avec un pôle, je ne sais pas qui a un rapport avec le budget, voir si l'argent public a été détourné, faire un rapport qu'on adresse au très honorable président de l'Assemblée nationale, qui peut directement saisir le TCS comme plainte de l'État, voyez, à travers une plainte de l'État. Donc voilà des efforts qui sont faits. Il y a des cas de cette démarche-là, de cette procédure-là, il y a des cas où l'Assemblée nationale s'est moi, je saisie. crois que M. Mounchi, vraiment, je suis obligé de... Le cas Mounchipou est assez parlant. Oui. Oui, je crois que c'est au niveau d'une commission d'enquête parlementaire qu'il a été... on a découvert, n'est-ce pas, des choses qui n'étaient pas bonnes au niveau de sa gestion. Mais à son âme, je crois qu'il est aujourd'hui décédé. Et je peux citer de nombreux cas comme ça, mais je dis bien, pour la décence, je ne cite pas les noms des compatriotes qui sont encore vivants et qui sont en prison. Mais je voudrais rebondir sur le secteur santé. Oui, et dit, puisque le représentant du PCRN a dit qu'au niveau de la santé, rien n'est fait. Non. Il y a le plateau technique du Cameroun est très relevé aujourd'hui. Dit bien très relevé. Je ne veux pas citer ici les hôpitaux de référence construits dans les 10 régions de notre pays, dans tous les chefs-lieux de région. L'hôpital de France de Saint-Mélima. Et c'est pour améliorer les soins de santé et permettre aux Camerounais de ne pas parcourir de longues distances avant de bénéficier des soins de qualité. Ces hôpitaux sont partout dans toutes les 10 régions, au nom de la justice sociale que pratique le président candidat. Il ne concentre pas tous les projets dans une seule région, il les disperse comme ça dans toutes les régions. Et au même niveau santé, le président entend mettre en œuvre le plan de contingence du ministère Santé suite au retrait du financement de l'USAID. Oui. Vous le savez très bien. Et on entend poursuivre le relèvement des plateaux techniques, n'est-ce pas, de tous les hôpitaux, n'est-ce pas, dont je viens de parler. On voudrait mettre en phase, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on voudrait travailler de façon quotidienne sur les actions relatives aux maladies chroniques telles que le cancer, l'AVC, l'hypertension et je dirais le diabète également. Et on voudrait également étendre à toutes les régions le chèque santé. Le chèque, vous parlez du chèque? Oui, le chèque santé. Pour permettre, comme il a parlé des accouchements tout à l'heure, c'est-à-dire dès que vous avez présenté votre chèque, vous n'avez plus besoin de payer un seul franc. Vous accouchez et vous sortez, vous repartez. Mais ça n'existe pas encore dans toutes les 10 régions. Mais je dis, on est en train de vouloir étendre cela dans les 10 régions. Et ce sera un pas énorme franchi dans le domaine sanitaire. Merci, professeur, pour justement ce balai qui nous amène du travail à la santé. Je me tourne vers M. Abana du PCRN. Alors,
D'autres domaines ont retenu justement l'attention de l'honorable Cabral Libye. On l'a vu justement faire des sorties sur des questions des mines, sur des questions du port, sur des questions même de justice sociale. À chaque fois, le président Cabral Libye a pris la parole pour défendre tel concitoyen, pour se positionner sur des questions comme celle d'Olembe, où on l'a vu justement sur le terrain, essayant de savoir pourquoi ça ne marchait pas de ce côté, sur les questions de justice, sur les questions d'humanisme, sur les questions, par exemple, inhérentes, je l'ai dit, à la gestion au quotidien de la République, de la fortune, que propose le candidat honorable Cabral Libye. Sociale. Avant de revenir à votre question, qui, ma foi, est très pertinente, d'ailleurs, il faut le reconnaître, permettez-moi d'abord de revenir sur ce qui a été dit par le professeur Kanke, que je prie d'ailleurs d'honorer son rang magistral d'universitaire en ne confondant pas quantité et qualité en matière de santé. Le nombre d'hôpitaux, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'hôpitaux autant pour moi ne fait pas la qualité de ces hôpitaux-là. Si on avait des hôpitaux de santé, M. Biya ne s'en irait pas chaque jour en Suisse pour aller se faire soigner. Ces 5 dernières années, le Cameroun a dépensé plus de 200 millions de francs CFA uniquement dans les évacuations sanitaires. Chiffres vérifiables et vérifiés. Monsieur Kanke tout à l'heure a voulu faire comme s'il y avait un système de santé qui était tout beau, qui semblait un sapin avec l'étoile au-dessus. Mais on a envie de lui demander, Monsieur Kanke, où en est-on avec la couverture de santé? Où sont les différents organes qui ont disparu des corps dans les hôpitaux centraux de ce pays? Où en sommes-nous avec les différents corps qui ont disparu des morgues? Où en sommes-nous? Du coup, pour moi, ce n'est même pas un débat. Le fait est tellement criard. Le système de santé camerounais est l'un des pires d'Afrique. Les seuls pays avec lesquels on peut encore rivaliser sont la Somalie, la Centrafrique, la Libye, uniquement des pays en guerre. Parce que tous les pays... C'est pas caricatural? Non, c'est pas caricatural, monsieur. C'est la vérité. Vous pouvez aller vérifier. Non, on parle avec les chiffres. Il y a les classements de l'OM, il y a les classements que l'OM sort chaque année. C'est à partir de ces classements-là que nous permettons sur le plateau pour parler. Et vous pouvez aller vérifier. Si une équipe de fact-checkers peut aller vérifier, le Cameroun est parmi les pires pays en matière de santé en Afrique. Une fois que j'ai dit cela, je reviens également sur ce qu'il a dit par rapport à la lutte contre la corruption. Oui. Permettez-moi d'abord de rappeler ici que dans nos villages, on dit le poisson pourri par la tête. Tant que l'article 61 de la Constitution ne quittera pas de l'écriture à la mise en application, de l'écrit à l'effectivité, on sera toujours dans ces mêmes cas de figure où des millions et des milliards seront dilapidés par ceux-là qui ont la charge de la fortune publique. Et quand M. Kanke parle de corruption, j'ai envie de dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Quand on se rappelle que les plumitifs des audiences de M. Hubert Olangena Awono retrace ses aveux. Lui qui disait que lorsqu'il était ministre, ses détournements principaux, c'était pour financer les campagnes de M. Biya. Et on en voit encore aujourd'hui, lorsqu'on voit un ministre se lever et donner 50, 60 millions uniquement pour la campagne de M. Biya, alors que l'un des ministres les mieux payés au Cameroun, il faut le rappeler, ne touche pas 2 millions de francs CFA par mois. Donc, calcul rapide, un ministre qui touche 2 millions de francs CFA par mois et qui s'en va déposer 60 millions, ça veut dire qu'il a fait 30 mois sans utiliser le moindre franc de son salaire. Ça veut dire qu'il a sacrifié 30 mois de sa vie, plus de 3 ans, près de 3 ans, uniquement pour la campagne de M. Biya. Et là, ça n'inquiète pas les responsables de la CONAC. Là, ça n'inquiète pas, ça n'alarme pas le responsable de la NIF. C'est ça que nous sommes en train justement de condamner, en disant que nous, une fois au pouvoir, on mettra fin à cette justice qui n'est là que pour regarder ceux-là qui ont des ambitions présidentielles, alors qu'il y a des justiciables ici, il y a des Camerounais ici qui volent de l'argent et ils vont soutenir la campagne de M. Biya. Votre question était celle-là de comment est-ce qu'on va résoudre ce problème de justice moribonde au Cameroun. Oui. La justice du Cameroun est moribonde à 4 niveaux. Premièrement, au niveau de son architecture, de son ossature. Deuxièmement, le système pénitentiaire. Troisièmement, les magistrats, leur malaise.
quatrièmement, le manque de personnel. Je vais commencer par le manque de personnel. Aujourd'hui, l'on sait que pour un poulet volé, on peut passer 4 mois, 1 an en attente d'un procès. Tout simplement parce qu'il manque de personnel. C'est la raison pour laquelle nous envisageons recruter chaque année minimalement 100 à 200 magistrats pour qu'il y ait une véritable célérité dans le traitement des cas de justice. Ça, c'est de 1. Pour ce qui est de la prison, je prends les téléspectateurs à témoin, mais moi, de mes 28 ans de vie passée sur Terre, jamais je n'ai vu quelqu'un entrer dans une prison et ressortir avec un état psychologique amélioré, refait. Parce que ce que l'on oublie, dans d'autres pays, la prison n'est pas uniquement un lieu de punition, mais c'est avant tout un lieu de réinsertion morale, de réinsertion sociale. Oui. Mais lorsqu'on va dans nos centres carcéraux, on se rend compte que ce n'est pas loin de l'enfer. Nos centres carcéraux sont de véritables capharnaüm de terreur, de pleurs, de véritables lieux de grincement. Ne pas être à Hilton ou un hôtel. De véritables grincements dedans, mais si la prison n'a pas vocation à être un hôtel, elle n'a pas non plus vocation à être un enfer, comme je viens de le dire. Parce que voyez-vous, j'en connais pour avoir eu des amis qui ont eu le malheur de faire la prison au Cameroun. J'en connais qui sont entrés en prison et qui sont ressortis et m'ont dit, Emmanuel, dans les prisons du Cameroun, on nous force à jeûner. Dans les prisons du Cameroun, on mange une seule fois par jour, autant pour moi, par jour, et la nourriture est tellement infecte. Est-ce que vous savez que dans nos prisons, le principal médicament que l'on donne, peu importe la maladie dont vous souffrez, est le paracétamol. Et nous disons donc non. La prison doit être un lieu où, lorsqu'on entre, on médite son sort. Ça doit être un lieu où on peut apprendre un métier. On en voit en Occident, on en voit même ici à côté de nous, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et parfois même au Botswana. Ça doit être un lieu où, lorsqu'on entre, on peut apprendre à lire. On peut apprendre de nouvelles formations intellectuelles. Du coup, nous pensons donc à doter toutes les prisons d'abord d'un véritable système culinaire qui respecte l'humain. Nous pensons à doter les prisons de plusieurs personnels pénitentiaires. Merci. Parce que d'après les chiffres, là c'est pour clôturer, les chiffres demandent à ce qu'il y ait un personnel pour 3 prisonniers, alors qu'au Cameroun, nous sommes à un personnel pénitentiaire pour 50 prisonniers. Il faut que ça cesse. Merci, Monsieur Abana, pour justement votre déployé qui nous plonge dans la réalité carcérale selon la vision du PCRN. Je me tourne vers vous, Madame Abega. Nous avons des secteurs qui sont justement questionnés et interrogés lorsque l'on parle de la dynamique d'émergence et de développement du Cameroun. On a des questions sanitaires qui ont déjà été évoquées. Il y a la question de l'éducation, il y a la question de la gouvernance, il y a la question même justement de l'environnement, du business. Est-ce que vous avez l'impression que justement la destination Cameroun, lorsqu'on est investisseur à New York, à Paris, à Londres, est-ce que lorsqu'on vous propose le Cameroun comme terrain d'investissement, vous vous sentez intéressé, vous vous sentez en sécurité, d'autant plus qu'on sait que le président Belbouba a longtemps été du côté du ministère du Tourisme. Déjà, excusez-moi de revenir toujours parce que le professeur m'intéresse, parce qu'il dit des bonnes choses, des choses qui m'intéressent vraiment. Lorsque le professeur dit que il y a l'ancien ministre Mouchipou, père son âme, avait été interpellé suite à une enquête parlementaire. Je vais me tourner vers... Ce n'est pas moi qui pose les questions, mais à mon tour, je pose la question aux Camerounais. Pendant que l'Assemblée nationale mène des enquêtes parlementaires qui aboutissent à des arrestations et des emprisonnements, qui contrôle la gestion de l'Assemblée nationale? Ou alors, elle est exempte de contrôle. Même le Sénat, est-ce qu'ils sont exempts de contrôle? Vous avez suivi le jeune homme tout à l'heure qui parlait des financements de campagne. Ces financements de campagne devraient être régulés. Il faut que les candidats disent où est-ce qu'ils prennent de l'argent pour organiser des caravanes, pour payer, pour faire tout ce qu'ils font.
tant que ce n'est pas régulé. Où est-ce que le président Bello, lui, prend de l'argent pour faire la campagne? Mais je parle de la campagne électorale. Oui. Si je parle de la campagne, si je parle des dépenses de campagne, je demande que les dépenses de campagne soient régulées. Vous ne proposez pas plafonner? Non. Plafonner? Ça doit être régulé. On prend de l'argent pour faire des caravanes, pour payer les charters, pour aller à Marois, pour aller faire ceci. Il faut que ce soit régulé. Vous avez eu des documents qui ont circulé sur les réseaux sociaux où il y avait un tableau par catégorie de contribution. Ministre, tu vas donner tel montant. Directeur général, tu vas donner tel montant. Préfet, tu vas donner tel montant. Gouverneur, tu vas donner tel montant. Et tout le monde est catégorisé dans ce document-là. Mais est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Je suivais encore des médias étrangers où on a condamné un ancien président parce qu'il aurait reçu les financements extérieurs pour financer sa campagne électorale. Le président Sarkozy. Mais qu'on pose la question aux Camerounais, tout ce que vous déployez, vous prenez de l'argent où? La CONAC est où en ce moment-là? L'Assemblée nationale est où? Pour organiser les enquêtes parlementaires sur les financements de campagne, en commençant par le financement du candidat de leur parti. On doit réguler les choses. Le président Bello Bouba Maïgari, en termes de gouvernance, pense qu'il faut refonder l'administration camerounaise. Il faut refaire le pays. Avec quels ingrédients? Avec quels ingrédients, même madame? Le cube magie. Même le cube magique. Mais il y a beaucoup de choses à refaire. Donc on doit refaire les structures administratives, refaire le fonctionnement de notre pays. Quand il a parlé, il parle de la forme de l'État. Il y a des choses qui doivent être soumises à un référendum. Mais tant que nous allons continuer à aller soumettre les projets de loi ou alors les décisions qui engagent la vie du pays à une assemblée qui est majoritairement RDPC, pour qu'ils implémentent uniquement la pensée unique, excusez-moi la tautologie, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut que le peuple camerounais, qu'on mette le peuple camerounais au centre de la prise de décision. Vous me direz que c'est le peuple camerounais qui a élu les députés. Oui, le peuple camerounais a élu les députés, mais pour l'élection des députés, pour l'élection des maires, pour l'élection de tout ce qui concerne les postes électoraux, on doit réguler les financements de campagne. Chaque candidat doit justifier où est-ce qu'il a pris autant de milliards pour financer sa campagne électorale, y compris Bello Bouba Maïgari. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Vous allez me poser la question de savoir comment il fait. Je vous dis y compris. Je vous ai posé la question d'ailleurs. Nous voulons que la gestion de la chose publique soit respectée. Le candidat Bello Bouba Maïgari, c'est un homme d'État qui respecte la chose publique, qui dit la vérité, qui ne vend pas les illusions. Il ne vend pas les illusions, il n'use pas de la délation à l'endroit des autres comme le font d'autres à son endroit parce qu'il est victime d'un lynchage. Que ce soit de ceux qui battent campagne, j'ai entendu des ministres dire qu'ils ont fait pire que démissionner. Mais vous qui êtes resté au gouvernement, vous avez fait pire que démissionner. C'est vous qui avez fait pire parce que vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et il y a des choses qui sont même, comment dirais, elles sont saccagées, qui méritent même d'être sanctionnées. Mais comme c'est vous qui avez le pouvoir, vous estimez que d'autres, ils vont passer par où? Parce que c'est l'expression là qui revient toujours. On va voir ce qu'ils vont faire. Même Dieu qui est au ciel va trancher. Donc pour nous, pour chuter, madame. Nous avons besoin de la relève des systèmes de santé. Oui. Il a parlé des systèmes de santé. S'il faut développer la relève des systèmes de santé, notre programme, il est en ligne, on peut le consulter. Il a parlé de l'environnement, il faut questionner. Il a parlé de l'environnement. Je vous ai parlé des états généraux des ordures. Est-ce que pour enlever le tas d'ordures qui est ici à Efoulan, il faut d'abord convoquer les états généraux? Hein? Est-ce qu'on ne connaît pas comment on fait pour enlever les ordures? Il est professeur d'université. J'estime que dans la banque de données des universités, il y a des thèses de doctorat où les enfants, les Camerounais ont développé ce qui concerne l'environnement et notamment la gestion des ordures. Est-ce que ces thèses ont été faites pour être gardées dans les tiroirs? Elles ont été faites pour être implémentées parce que c'est de la matière, c'est de la réflexion. Ils ont réfléchi, ils ont fait des recherches et ils ont proposé des solutions pour assainir notre cité. On a parlé le plastique.
Le plastique qui jonche les rues, le plastique qui bouche les caniveaux, qui empêche la circulation des eaux et qui entraîne les inondations. Est-ce que ça aussi, on a seulement besoin d'être professeur d'université ou alors de convoquer les états généraux des ordures pour comprendre que ici on a besoin d'un drainage qui peut supporter le flux des eaux? Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous avons des ingénieurs, les ingénieurs de développement. Sinon, l'école polytechnique sert à quoi? Merci, Madame Abega, pour votre déroulé sur l'état général du Cameroun, selon l'UNDP. Alors, professeur Kanke, je me tourne vers vous. On a souvent, lorsque l'on est du côté de l'Occident, une image assez parfois réaliste, parfois réelle, parfois déformée, parfois caricaturale de notre pays, le Cameroun. Qu'est-ce que, justement, le candidat qui est le vôtre propose pour d'abord apaiser sur le plan social, puisqu'il y a des réalités qui nous font savoir qu'il y aurait des prisonniers de droit commun qui seraient en prison au Cameroun. Il y aurait justement des personnes qui, après avoir simplement marché ou exprimé une opinion, se sont retrouvées en prison. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'apaiser le climat social en ouvrant justement les portes des prisons et en permettant à tout cela, comme le dit le représentant du PCRN, de sortir, puisqu'il n'y a pas vocation à conserver les Camerounais en prison de façon indéfinie? Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, revenir sur les contributions des membres du gouvernement pour la campagne du RDPC. Oui. Le représentant du PCRN parle de ce 60 millions qu'un ministre aurait donné. Mais j'ai envie de lui demander de me donner le nom de ce ministre-là. Moi, je suis membre de la commission nationale de campagne du RDPC. Et je suis allé représenter un homme d'affaires le jour des cotisations. Je peux vous dire que les TPG, les membres du gouvernement, les trésoriers généraux, ils donnaient 1 million, les membres du gouvernement donnaient au trop. Applaudissons. S'il vous plaît, Attendez. c'est pas un débat. C'est pas un débat. S'il vous plaît, monsieur Aïssi. C'est intéressant. S'il vous plaît, monsieur Non. L'argent du contribuable. Madame Soleil n'a pas donné ce soir. C'est pas un débat. Et Aïssi n'a pas donné ce soir. C'est pas un débat. C'est pas un débat. On est soumettre. Curieux de connaître combien ils ont soumettre. C'est pas un débat. Non, c'est faux. Moi je vous dis, je suis de la lecture. Je suis originaire de la lecture. Je suis originaire de entre vous et moi, madame. Chaque fois vous dites vous êtes professeur titulaire, je ne suis pas venu ici avec mon grade universitaire. Madame, je vous ai suivi une fois avec des gens ici, sur des plateaux. Vous parliez des grades. Je ne viens pas. Depuis que je suis sur ce plateau, je n'ai pas parlé de mon grade universitaire. Donc excusez-moi avec les expressions, vous allez... Non, moi je n'aime pas ça, je suis humble. Restons sur l'essentiel. Depuis que je suis là, je n'ai pas parlé de mon grade universitaire. Je n'ai même pas dit que je suis professeur des universités. C'est le journaliste, M. Barra, qui a dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais nous, on a des sujets de préoccupation. Et vous... Revenons à l'essentiel, professeur. Donc pour revenir à l'essentiel, je voudrais dire que les 60 millions, je n'ai vu ça nulle part. Je n'ai vu ça nulle part, de la part des membres du gouvernement. Je n'ai vu ça nulle part. Et je sais ce que Ndon Soumé a donné. Ce n'est pas ce 60 millions. Je sais ce que EBAIC a donné. C'est pas ça. Quand on additionne tout ce que EBAIC... Moi, je vis dans la Léquier. Je vis à Ezézan. Et je prends part aux activités politiques d'Obala. Et je suis donc au courant d'un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'au niveau du dispositif communal, il a donné un peu d'argent, mais ce n'est pas 3 millions. Le communal de mon atelier, c'était devant tout le monde. Quand vous dites qu'un membre... Moi, vraiment, c'est pour ça que je dis, il faut me donner le nom de ce membre du gouvernement. J'ai pris part aux contributions et aucun membre du gouvernement, je suis clair là-dessus, n'a donné 60 millions. Vous dites, voilà, il gagne. Non, je vais vous dire qu'un ministre d'État, gagne au trou de 900 000. Ça n'atteint pas 1 million de francs CFA par mois. C'est 900 000 francs. Et les secrétaires d'État sont à 700 et poussière de 1000. Les ministres délégués sont à 800 et poussière de 1000. Donc ils ne sont pas à 3 millions. C'est pour cela que quand il y a donc des cotisations, chacun donne selon la profondeur de ses poches.
Et quand vous me parlez des 60 millions, vraiment, je suis très étonné. Je ne sais pas d'où vous prenez cela. Mais je dément cela ici de façon formelle dans la loi qui est, dont Soumet n'a pas donné 60 millions. On reviendra là-dessus peut-être plus tard. On peut se rencontrer même en ville. Et EBA ici n'a pas donné 60 millions. J'ai les états de contribution. Il va éviter votre question de fond. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Non, monsieur, je réponds. C'est pas un débat. Vous avez dit des choses de dérouler du représentant du RDPC. Vous avez dit des choses très graves. Il y a dans d'autres pays la loi sur le financement des partis politiques. Même ici, cette loi-là existe. Si quelqu'un est de connivence avec une organisation étrangère ou un État étranger, par rapport au financement de sa campagne, je ne vous apprends rien. Je crois qu'il va être disqualifié purement et simplement. Comment est-ce qu'on trace cet argent? Mais le seuil des dépenses n'est pas... C'est-à-dire qu'on ne peut... C'est-à-dire la loi n'a pas dit... On n'a pas plafonné. Voilà, on n'a pas plafonné. Ce qui veut dire qu'un candidat, s'il est très riche, s'il est multimilliardaire, il peut dépenser autant d'argent qu'il faut pour sa campagne. Il est libre de le faire parce que la loi le permet. La loi le permet. Donc il n'y a pas un plafonnement. Comme en France, par exemple, quand vous avez dépassé le plafonnement. C'est le Conseil constitutionnel qui est saisi. Et vous allez répondre tout à fait. de ces actes-là. Donc, par rapport au financement du RDPC, c'est chaque camarade militant qui finance. Je dois vous dire également que le chef de l'État finance son parti également. Il finance son parti. Donc vous ne pouvez pas vous poser les questions sur voilà, d'où vient l'argent, machin. Le chef de l'État finance son parti. Moi, je suis chargé de mission au secrétariat général du comité central. Mais je travaille là-bas depuis 2008, nommé par le président national du RDPC. C'est lui qui finance son parti au quotidien. L'argent ne vient que de lui. Il y a de temps en temps quelques contributions spéciales de certains Camerounais de bonne volonté. Oui. Comme d'ailleurs, ils le font pour d'autres formations politiques. Parce que ce n'est pas seulement au RDPC que ces gens-là donnent. Ils donnent également à toutes les formations politiques qui sont en campagne. Il y a eu des campagnes de levée de fonds dans le PCRN jusqu'à l'étranger. Vous avez eu de l'argent, monsieur. Donc, chacun finance son parti un peu de façon claire comme ça devant tout le monde. Donc, vraiment, quand vous dites que les ministres donnent 50, 60 millions, je ne suis pas d'accord. Et je n'ai vu nulle part, dans aucun département, où un ministre a donné 60 millions. Et ça, parce que c'est une question essentielle pour moi. Oui. Quand il dit ça, les gens vont croire qu'ils prennent l'argent dans les caisses de l'État. D'ailleurs, c'était sa conclusion. Puisqu'il a dit que comme ils donnent 60 millions, alors qu'ils n'ont que ceci, ça veut dire qu'ils puisent dans les caisses. Ce n'est pas vrai. Merci. Ils n'ont pas donné les 60 millions. Merci. Donc, moi, je voudrais tout simplement... D'accord, ok, ça va. Le temps est achevé. Merci. Je reviens vers vous plus tard, le temps de donner la parole au représentant du PCRN sur le plateau qui tenait absolument à réagir. Oui, je voulais juste dire que on aura beau essayer de cacher le mensonge, mais comme on le sait tous, c'est une notion qui a de très courtes jambes. Parce que tout le monde n'est pas allé vérifier, puisque l'accusé en question le présentait avec ostentation sur les réseaux sociaux, M. Yokio Nana, maire d'une commune de Yaoundé, qui touche 450 000 francs par mois et qui a donné 10 millions de francs CFA. Pour ne prendre que cet exemple-là, là, il dit que c'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est vrai pour le cas de Yokio Nana, comme ça l'est pour tant d'autres cas. Et quand il dit ça, c'est vrai. Vous savez, 450 000 francs. Je n'accepterai pas ce 60 millions. Professeur, merci. Voilà. Maintenant, il rentre sur 10 millions. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA pour une personne qui touche 450 000 francs CFA par mois. Ça fait 20 mois à 22 mois sans manger le moindre franc CFA de son salaire. Uniquement pour la campagne de M. Biya. Est-ce que c'est possible? Ça, j'en doute fortement. Une fois que j'ai dit cela, et puisque nous sommes ici pour parler projet de société, contrairement au RDPC, puisqu'ils n'ont pas d'abord un bilan à présenter, ni un véritable projet de société fort qui répond aux aspirations. Ça, c'est ce qu'on appelle dans mon Professeur, s'il vous plaît, il ne faudrait pas rentrer au temps de communication du PCRN. Sinon, on sera toujours obligé de leur ajouter du temps du fait de vos manquements. Non, mais il y a allez-y. Non, vous savez que l'échec a toujours ceci les particuliers, qu'il essaye toujours de couvrir d'un voile d'obscurité la pertinence de ceux-là qui militent pour la vérité. Je disais donc tantôt que
d'après le classement, et là je vais parler de sécurité, d'après le classement Global Position Security, qui fait le classement des pays, les systèmes sécuritaires dans le monde, le Cameroun, tenez-vous tranquille, est parmi les 10 pays les plus dangereux d'Afrique. Je répète, le Cameroun est parmi les 10 pays les plus dangereux d'Afrique et parmi les 35 pays les plus dangereux au monde. Le Cameroun que nous connaissons? Le Cameroun que nous connaissons. Je répète, le Cameroun est parmi, d'après Global Position System, le dernier classement de 2023 révèle que le Cameroun est parmi les 10 pays les plus dangereux d'Afrique. Et pourquoi? C'est une vision que le PCRN valide? Laquelle vision? Que le Cameroun serait parmi les pays les plus dangereux, les 10 pays les plus dangereux en Afrique. Le PCRN approuve ce classement? Puisque tous les rapports, que ce soit du ministère de la Défense, que ce soit de la DGSN, montrent que 8 régions sur 10 au Cameroun sont dans la zone rouge. Ce n'est pas le PCRN qui le dit, ce sont les rapports du RDPC, du moins des ministres du RDPC qui le disent. J'en ai pour preuve la crise au nord-ouest, première région, la crise anglophone au sud-ouest, deuxième région, les attaques incessantes de Boko Haram, troisième région, les enlèvements dans la Damawa. Tenez, on en a encore là le cas du 13 août 2025 où un bus de touristique a été enlevé du côté de Koussi, qui était parti de Koussiri, a été enlevé par Boko Haram. Et on a vu la dame, Madame Gahani, perdre un de ses enfants, tout simplement parce qu'on a un système de sécurité qui ne répond pas aux véritables réalités sécuritaires de notre pays. J'étais donc tantôt en train de dire que nous sommes déjà avec la partie septentrionale du Cameroun qui est dans le rouge, associée aux deux autres régions de la partie anglophone qui sont en guerre depuis 2016. On ne parle pas des enlèvements incessants qu'on a connus à Douala et à Yaoundé ces 7 dernières années. Un seul mois, je vous dis bien, de 2017 jusqu'à présent, un seul mois n'est pas passé sans qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'un enfant a été kidnappé. Mais pour le RDPC, quand on dit un enfant, pour eux, ça semble léger. Mais pour nous, un enfant qu'on enlève, c'est un destin qu'on brise. Alors, que propose le PCRN pour résorber cette crise sécuritaire qu'il brandit? Merci. D'après les chiffres de l'ONU, on a besoin, pour une population de 300 habitants, on a besoin d'un agent de sécurité. Mais à l'état actuel des choses, d'après le dernier rapport de 2019, le Cameroun comptait 30 000 hommes chargés d'assurer sa sécurité, ce qui fait environ un policier pour 10 000 habitants. Or, nous on veut réduire justement ces chiffres à un policier pour 100 à 200 habitants. Ça c'est de 1. De 2, nous nous rendons compte que, contrairement à ce qui se faisait à l'époque de M. Aïdjo, que Dieu bénisse sa dépouille, les agents de sécurité avaient des logements décents qui leur étaient ipso facto attribués lorsque ceux-ci accédaient au grade d'inspecteur ou d'officier de police. Je parle parce que j'ai pour preuve le fait que mon papa, moi, était policier à l'époque de M. Aïdjo. Donc c'est une histoire qui me racontait chaque fois les larmes aux yeux, la nostalgie dans le cœur. Donc nous voulons donc revenir à ce système-là où chaque officier, chaque commissaire, chaque fois qu'il accédera à ces grades-là, se verra avoir un logement décent. Oui. Nous allons également construire un CMA. Un CMI, autant pour moi, un complexe militaro-industriel qui va permettre de fabriquer les tenues, les accessoires, les équipements militaires, et ça va permettre d'employer les civils originaires ou alors ayant une parenté avec les forces de l'ordre. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des structures. On ne fabrique pas nos armes au Cameroun, par exemple. Vous parlez des armes, vous avez parlé des tenues. Non, tout ça, ça va dans sa globalité. Et là, on n'invente pas là-haut, puisque le Nigeria le fait déjà. Le Nigeria fabrique ses propres munitions. Le Nigeria fabrique ses propres engins roulants pour sa défense. Ça, c'est de 2. Et de 3, ce que nous allons également faire pour renforcer la sécurité de nos concitoyens, c'est que nous allons multiplier le nombre de caméras devant d'abord les lycées et les universités, dans tous les carrefours
de nos grandes métropoles, parce qu'actuellement, on s'est limité uniquement à Douala, Yaoundé et peut-être Bafoussam. Donc, nous, on va l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Et in fine, nous allons doter notre armée de drones, puis d'un satellite de communication. Parce que, voyez-vous, si la menace Boko Haram persiste aujourd'hui, c'est parce que notre armée se voit être humiliée à chaque fois qu'elle part en France pour demander des images satellitaires. Et pourtant, au Cameroun, on a des étudiants qui sont bien formés, capables de traduire les images satellitaires. Celui qui vous parle même est ingénieur des mines, certes, mais il a une spécialité en géomatique et en cartographie géologique, plus spécialement dans l'acquisition, l'analyse et l'interprétation des images satellitaires. Merci, merci à vous, très cher. Je me tourne vers Madame Mabega. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Puisqu'on va vers la fin, je vous permets de réagir sur justement la problématique qui a été évoquée sur ce plateau et sur laquelle le candidat Belobouba a une proposition précise, ou tout au moins sur une des sorties de ceux avec qui vous échangez sur cette estrade. En fait, le candidat Belobouba pense que pour qu'il y ait un véritable décollage, on doit d'abord réconcilier les Camerounais. Vous savez, sur les plateaux, les réseaux sociaux et même dans la rue, les discours de haine ont pris le dessus. Et ce discours de haine, parfois ça commence sur les réseaux sociaux avec quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu ne verras même jamais. Et puis ça dégénère, ça entraîne les familles, les groupes sociaux se créent, s'affrontent avec des gens qui ne verront jamais. Donc, pour le président Belobouba Maïgari, il pense qu'il faut réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes d'abord, résoudre les questions de la crise anglophone à travers le dialogue. Nous pensons à l'UNDP, et ça c'est la pensée de notre candidat, que si des gens se sont radicalisés, c'était à cause du manque du dialogue. Il faut dialoguer avec des gens. Il y a un ministre de la République qui avait dit « on ne dialogue pas avec les terroristes ». Mais c'est lui qui vous a dit récemment que son ami, son meilleur ami est le chef des terroristes. Et c'est lui qui a aussi payé la rançon que demandaient les ravisseurs des enfants de Madame Ngono. Pourtant, il avait dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Est-ce qu'il a oublié? Ou alors les choses ont changé, les paradigmes ont changé au point où lui, il négocie déjà avec les terroristes. Et son ami intime, c'est le chef des terroristes, le chef ambazonné. Chris Anou. Donc, pour nous, nous pensons qu'on doit dialoguer avec ces gens pour remettre les choses, pour amener la paix au Cameroun. Et il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de leurs idées politiques, les délits d'opinion. Le président Belobouba Maïgari pense qu'il faut accorder la liberté à ces personnes après avoir écouté les faits qui les ont amenés en prison. Maintenant, sur le plan de la modernisation des secteurs accélérateurs de la croissance, la créateur d'emplois tels que la foresterie, le tourisme, l'agro-industrie, la culture et le sport. Justement, vos propositions étaient attendues sur le tourisme, Madame Mabega. Oui, le président Belobouba Maïgari pense qu'il faut aménager les structures de sport, les structures de tourisme. Et puis, il y a un frein au tourisme. Le tourisme ne peut pas prospérer dans notre pays lorsqu'on sait que pour accéder aux sites touristiques, il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes pour aller, qui facilitent l'accès aux sites touristiques. Maintenant, pour voyager, si les touristes veulent se mouvoir à l'intérieur du pays, nous n'avons pas une compagnie aérienne qui va assurer véritablement le flux à l'intérieur du pays. Et s'il n'y a pas donc pas la compagnie aérienne, il y a même des aéroports ou des aérodromes, je ne sais pas quel nom il faudrait leur donner, qui ont été soit abandonnés, soit ils sont réhabilités de manière circonstancielle. Donc il faut tout cet ensemble-là, la création des infrastructures de sport, le tourisme va avec le sport, ça va avec les loisirs. À l'époque, moi j'étais enfant, on appelait les jeux au sucre. Quand il y avait les jeux au sucre, ces jeux aussi qui faisaient la rotation dans les régions, c'est ce qui permettait de créer, de construire les infrastructures de sport, de construire les infrastructures d'hébergement, les structures d'hébergement parce qu'il fallait héberger plusieurs groupes. Maintenant, si on n'a pas aménagé ces secteurs-là,
on ne peut pas véritablement parler de la modernisation ou alors attirer même autant de touristes. Et puis, lorsque nous avons sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, les images qui montrent comment on a enlevé les gens, les images qui montrent comment on a égorgé, comment on torture. Le président Bello était au tourisme. Est-ce qu'il a mis en avant toutes ces... Ce n'est pas lui. Il était au tourisme, mais il n'a pas défini la politique du tourisme. Il a subi la politique. Maintenant, donc, qu'il sera président de la République, il va donc définir la politique pour développer ce secteur du tourisme, créer les emplois. Est-ce qu'à votre niveau, je vous ai déjà dit, ce n'est pas moi qui pose la question, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez que il y a un projet ici dans ces pays au Cameroun qui s'appelle 360 communes, 360 industries. Si on avait mis les industries dans les 360 communes, on lutterait contre l'exode rural. On lutterait contre les voyages clandestins pour aller chercher la vie de l'autre côté et pour aller périr au large de la Méditerranée. Oui. Et si on implémente ces agro-industries dans chaque arrondissement, et on ne peut les implémenter dans chaque arrondissement que si on exploite le potentiel hydraulique que nous avons en augmentant l'offre énergétique, parce que les industries ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas la lumière en permanence. Si on n'a pas l'électricité, les industries ne vont pas fonctionner. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'électricité? Il n'y a pas quoi? J'ai vu un soulèvement dans un village du sud où le village qui a le barrage, je crois que c'est le plus grand barrage, soit d'Afrique centrale ou bien de notre pays, mais ce village-là n'a pas d'électricité. Pourquoi? Parce que les politiques sont mal définies. Le président Bello Bouba Maïgari pense qu'il faut redéfinir ces politiques, il faut valoriser le sport, pas un seul sport, mais le sport en général. Il faut construire les infrastructures dignes de ce nom, former des personnes, des administrateurs, parce que dans chaque corps de métier, il y a beaucoup de filières. Parce qu'on pense que pour faire le sport, il faut aller à l'INJS et puis on va devenir professeur de sport. Mais à l'intérieur de l'INJS, il y a beaucoup de filières. Si on vous montre la panacée des matières qui entourent le sport, vous verrez que nous n'avons même pas commencé. Merci, Madame Abeya. Alors, puisque le temps imparti à cette production de Écho de campagne est inexorablement en train de s'achever, il va vous rester 4 minutes à chacun, justement, de représentants de candidats sur ce plateau. Je vous laisse la latitude d'utiliser vos 4 minutes dans le sens qu'il vous plaira. Peut-être un mot pour les électeurs, peut-être justement un message à l'endroit de ceux qui vous regardent, peut-être même encore, professeur, puisque c'est vous qui débutez l'exercice, un aspect sur lequel vous auriez souhaité revenir, mais qui n'aurait pas été évoqué. Je vous remercie de me donner à nouveau la parole. Je voudrais, pour terminer, évoquer le recrutement de 12 500 policiers dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nous avons tous découvert dans les réseaux sociaux, le 11 novembre, je crois 2021, une autorisation du président de la République que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressait à monsieur le délégué général de la Sécurité nationale pour recruter 12 500 policiers sur une période de 5 ans à raison de 2 500 policiers par an. Je peux vous dire que ces recrutements ont commencé immédiatement. Oui. Et je crois qu'on attend les résultats du concours qu'on a fait tout récemment. Et je vous dis, il y a 2500 qu'on recrute chaque année, 2300 policiers par la voie des concours directs et 200 policiers par la voie des concours spéciaux. Ceux qui connaissent la fonction publique comprennent très bien ce que je dis. Donc voilà un peu un plan que le chef de l'État a mis sur pied pour faire face aux problèmes d'insécurité. Et je peux vous dire que quand vous marchez dans nos rues, même dans nos villes, vous trouvez des policiers aujourd'hui partout. Vous les trouvez vraiment partout. Sauf si parfois, peut-être, il y en a qui prennent leur pause, mais vous les trouvez partout. Donc, ils contribuent effectivement à faire baisser la criminalité et l'insécurité. Alors, je voudrais tout simplement dire aux électrices et aux électeurs
qu'avec les engagements de notre candidat, le président Paul Biya ne se contente pas de promesses vagues. Il propose des projets chiffrés, financés, planifiés et même déjà en cours de réalisation. C'est une vision à long terme pour un Cameroun où chaque citoyen aura accès à une eau potable, à une énergie fiable et durable. Et c'est la raison pour laquelle, voyez, je montre ce bulletin blanc en demandant aux électrices et aux électeurs de mettre ce bulletin dans l'urne le 12 octobre 2025 afin de permettre au chef de l'État qui a déjà un bilan élogieux de continuer dans le même sens pour améliorer définitivement les conditions de vie des populations camerounaises. Merci, professeur Kanke. Je donne la parole aux représentants du PCRN sur le plateau pour le même exercice. Électeurs, électrices, camerounaises, camerounais. Le 12 octobre prochain, une nouvelle page de l'histoire doit être écrite. En 43 ans, vous avez connu les souffrances les plus inimaginables et les plus innommables. Celui-là qui nous a plongés dans un océan de malheur et de douleur, aujourd'hui nous parle de grandeur. Celui-là qui a fait de notre quotidien un moment de tout instant de souffrance, aujourd'hui nous parle d'espérance. Celui-là qui nous avait promis qu'on retiendra de lui que le Cameroun est un pays de démocratie et de progrès, nous a plutôt plongé dans l'anarchie et le regret. Mais le 12 octobre prochain, Camerounais, Camerounaises, vous qui avez le pouvoir de changer les choses, vous qui, par votre carte d'électeur, avez la véritable puissance, faites le bon choix. Ne faites pas le choix des projets ou des promesses montées de toutes pièces. Faites le choix des bilans élogieux. Faites le choix des bilans éloquents. Nous, au PCRN, durant ces 5 dernières années, nous avons dirigé 7 communes et par votre faveur, nous avons eu 5 places à la députation. Pour ce qui est des communes, le travail parle pour lui-même. C'est la raison pour laquelle, par plusieurs fois, nos maires ont reçu des distinctions nationales et internationales comme étant les meilleurs maires de communes rurales du Cameroun. Nos députés, c'est justement grâce à eux que le débat parlementaire a connu des niveaux un peu plus stratosphériques. Qui, avant l'arrivée de Cabral Libi, Nouran Foster, Orlando Ngoïsi, l'honorable Ndji Bienvenu, connaissait ce qui se passait à l'Assemblée nationale. C'est justement grâce à nous, en mettant sur le signe du travail de l'épuisement notre travail parlementaire, nous avons pu, certes, avoir quelques amendements qui ont pu faire en sorte que ce régime de maltraitance puisse reculer sur certaines propositions de loi. Si on a pu faire ça avec 7 mairies et 5 députés au Parlement, chers Camerounais et Camerounaises, imaginez un seul instant ce que nous allons faire si vous nous confiez vos destinées. Camerounais, Camerounaises, la vague orange, durant ces 2 dernières semaines, vous a montré de quoi des jeunes en politique sont capables. Vous avez vu l'honorable Cabral Libi dans plus de 45 localités, tandis que ceux-là qui vous parlent de grandeur et espérance ont eu de la peine à visiter ne serait-ce qu'un seul endroit. Camerounais, Camerounaises, le 12 octobre prochain, faites le choix de la rupture du progrès, le choix d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ce choix, c'est le président Cabral Libi. Merci à vous, cher monsieur du PCRN, madame Abega. You have the floor. Électeurs, électrices, nous voici à quelques heures de la date fatidique. Le 12 octobre, c'est pour bientôt. Nous vous invitons à faire le choix de la raison en mettant ce bulletin vert citron dans l'urne. Il s'agit de Bello Bouba Maïgari. C'est le futur président, le 3e président de la République. C'est un homme pétri d'expérience, un homme d'État qui maîtrise très bien les dossiers du Cameroun. C'est un homme d'État qui s'engage à résoudre les besoins basiques des populations que nous sommes. Le peuple camerounais a longtemps pleuré.
Le peuple camerounais a besoin de se soigner. Le peuple camerounais a besoin de l'eau. Le peuple camerounais a besoin d'être en sécurité. Comment peut-on venir vous dire qu'on est en train de recruter les policiers pour la sécurité, alors que nous sommes dans un pays qui est dans le noir? La lutte contre la sécurité commence par l'éclairage public. La lutte contre la sécurité commence par la protection des personnes et des biens. La lutte contre la sécurité, contre l'insécurité commence déjà par l'enlèvement des ordures ménagères qui entraînent les maladies dans les bas-fonds. Donc, ce règne ne peut pas venir vous dire qu'il est le meilleur et qu'il vous promet monts et merveilles. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas promis depuis 43 ans? Qu'est-ce que vos oreilles n'ont pas entendu? On nous a enseigné tout le dictionnaire français. Rigueur et moralisation, réconciliation nationale, grande réalisation, juguler la crise, bout du tunnel, force de l'expérience, les grandes ambitions. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas encore enseigné? Vous avez tout entendu, vous avez tout lu, vous avez tout vécu. Changeons. Le candidat Bello Bouba Maïgari vous promet le changement. Et il est l'homme de la situation parce qu'il maîtrise les dossiers du Cameroun. Pour avoir travaillé avec les deux présidents. Ces deux présidents lui ont donné une expertise avérée pour mieux gérer le Cameroun. Faites-lui confiance une fois de plus. Voici le bulletin. Il est vert citron. Il s'agit de Bello Bouba Maïgari. Merci. Merci à vous, Madame Abega, pour la présence. Merci à vous, cher professeur Kanke. Monsieur Abana, merci pour justement la présence en ces lieux. Nous poursuivons l'exercice demain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun, puisque nous marchons véritablement vers le 12, puisque Info TV est au cœur de la présidentielle, puisque l'information arrive dans une poignée de minutes. Ce sera une affaire de Mildred Fongue qui justement vous rendra écho de ces campagnes, de cette campagne qui se poursuit à travers les 10 régions du Cameroun. Info TV, grâce à ses correspondants, vous mettra au parfum de tout ce qui s'est fait par les différents candidats aujourd'hui. Claudia Ansar sera là à 20h pour le même exercice. Quant à nous, je l'ai dit, rendez-vous demain.